Bonjour, je vais terminer mon chapitre 3 sur le recrutement et plus précisément ma section 2 qui présente les approches critiques. J'avais passé en revue dans les précédentes séquences vidéo l'approche par les conventions, les apports des modèles administratifs et politiques de la décision, j'avais présenté notamment les travaux de Simon, puis j'avais présenté les approches ethnologiques et interactionnistes, et la dernière fois, je vous avais parlé des approches sociologiques en termes de reproduction sociale et de formation des élites. J'en arrive maintenant à mon dernier point, mon grand 5, l'importance des phénomènes macrosociaux et de l'environnement économique. Alors le point de départ de ces approches est le suivant. L'idée clé est la suivante. On ne peut pas comprendre les pratiques de recrutement des entreprises sans prendre en compte ce qui se passe au niveau macro-social et au niveau macroéconomique. Autrement dit, le macro éclaire le micro. Pour comprendre les pratiques de recrutement des entreprises, il faut prendre en compte des évolutions qui touchent la société tout entière. C'est l'idée que nous allons développer. Je vais successivement vous parler du chômage des cadres, de la force des réseaux, et je terminerai sur les marchés internes de recrutement. Tout d'abord, 5.1, le chômage des cadres. Jusqu'à la fin des années 80, les cadres n'étaient quasiment pas touchés par le chômage et la précarité. Ils étaient des salariés protégés et ils bénéficiaient de multiples avantages liés à leur statut de cadre. Ils avaient de bonnes rémunérations, ils bénéficiaient d'avantages annexes, ils jouissaient d'une forme de reconnaissance symbolique. Au début des années 90, la situation commence à changer. Les cadres connaissent à leur tour le chômage, voire, pour certains d'entre eux, tombent dans la précarité, voire pour l'exclusion, voire tombent dans l'exclusion pour certains d'entre eux. À partir de là, le rapport de force entre les employeurs et les cadres commence à changer. Les cadres sont obligés de tolérer, d'accepter des pratiques de recrutement et de gestion de l'emploi qu'ils n'auraient pas tolérées auparavant. Parce que le rapport de force change, le rapport de force leur est moins favorable. Qu'est-ce qu'on observe alors dans les entreprises? On observe alors dans les entreprises le développement de nouvelles pratiques qui consistent à tester systématiquement les personnes lors de stages, lors de CDD, lors de missions d'intérim ou lors de contrats d'alternance, contrats d'apprentissage ou contrats de professionnalisation, par exemple, avant toute embauche éventuelle. Et ceci est particulièrement vrai pour les jeunes diplômés. Et c'est évidemment une tendance qui se poursuit et qui est très prégnante à l'heure actuelle. On voit émerger des pratiques de pré-recrutement qui consistent à utiliser les stages écoles ou les contrats d'alternance pour évaluer les individus dans la durée avant éventuellement de leur proposer un CDI et un poste de cadre. Alors ces nouvelles pratiques, elles jouent pour les entreprises le rôle de réducteur d'incertitude dans un contexte où les entreprises cherchent à mieux identifier les compétences réelles des personnes. L'objectif commun de toutes ces pratiques dont j'ai parlé, c'est la flexibilité. Cette flexibilité, elle va permettre à l'entreprise, elle va lui permettre de constituer un vivier de candidatures dans lequel elle va pouvoir puiser quand un poste stable va s'ouvrir. C'est d'autant plus intéressant pour elle qu'elle aura auparavant testé les personnes lors d'un stage, lors d'une alternance ou autre. Voilà pour le chômage des cadres. J'en arrive maintenant à mon 5.2, la force des réseaux. Les années 1990, 2000 et 2010 ont été très favorables au réseau, au détriment du recours au marché externe, pour plusieurs raisons. Pourquoi le développement des réseaux, notamment dans les pratiques du recrutement? En période de chômage, le réseau tend à réduire les coûts de recrutement. Quand on s'appuie sur un réseau ou plusieurs réseaux pour recruter, on n'a pas d'énormes masses de CV à trier et à analyser. On n'a pas d'intermédiaires rémunérés.
On va tout simplement s'appuyer sur les réseaux existants. On va s'appuyer sur les réseaux des cadres de l'entreprise, on va s'appuyer sur les associations d'anciens, on va s'appuyer sur les relations familiales, sur les connaissances, sur les réseaux amicaux, etc., etc. Tous ces acteurs vont servir d'intermédiaires, mais ce sont des intermédiaires qui souvent ne sont pas rémunérés. Et puis, point important, le réseau génère de la confiance. Pourquoi? Eh bien parce que des individus qui se connaissent bien vont produire une quantité, une qualité d'information plus importante que dans le cadre d'une relation normale. Pour l'entreprise, recourir au réseau a donc bien des avantages. J'en arrive maintenant à mon dernier point, le 5.3, les marchés internes de recrutement. Les années 90, 2000 et 2010 ont été très favorables au recours au marché interne du travail. La tendance, c'est on a beaucoup plus tendance à recourir au marché interne qu'au marché externe du travail. Alors le recours au marché du travail interne a bien des avantages. Tout d'abord, il permet de réduire les déséquilibres internes qui existent au niveau de l'entreprise. Il permet donc de mieux gérer les effectifs. C'est-à-dire qu'il permet de lutter contre les sureffectifs qui peuvent exister dans certaines unités ou services, et ils permettent de combler les sous-effectifs qui existent dans d'autres unités ou services. Par ailleurs, le recours au marché du travail interne permet une meilleure gestion des carrières et des individus, ainsi que de leurs compétences. On va pouvoir offrir aux individus de nouvelles opportunités d'évolution et de développement de compétences. Troisièmement, c'est une pratique qui est rassurante pour les individus qui sont en poste. Pourquoi? Eh bien parce que la direction, quand elle recourt au marché du travail interne, elle montre à ses salariés qu'elle leur fait confiance. Cela crée une dynamique interne positive, cela contribue à fidéliser le personnel et à renforcer la motivation du personnel. Enfin, dernier avantage et non des moindres, le recours au marché du travail interne permet aux entreprises de limiter les risques pris. En effet, quand on recrute en interne, quelqu'un qui est déjà en poste quelque part dans l'entreprise, ça veut dire qu'on connaît déjà ce salarié, on connaît ses compétences, on connaît son potentiel d'évolution, et puis on n'augmente pas l'effectif de l'entreprise. Voilà des avantages qui sont considérables quand on se place du point de vue de l'entreprise et des managers. Au revoir.